un ancien des forces spéciales, s'infiltre comme professeur pour venger son frère des brutes. Marc essuya la sueur de son front en ajustant la fréquence radio, essayant de percer les parasites. La mission avait mal tourné, et la communication était leur bouée de sauvetage. Son partenaire, Léo, s'accroupit à côté de lui, vérifiant le nombre de leurs munitions. « Comment résoudre une situation de cette nature ?» marmonna Marc, frustré par la panne de l'équipement. « Putain de radio !» répondit Léo. « On peut discuter combat au corps à corps si tu préfères, toujours avoir un plan de secours. » Doucement, Marc. Tu as perdu une radio, mais tu as appris une leçon, dit Léo avec un sourire, essayant d'alléger l'atmosphère malgré leur situation précaire. Le chaos avait commencé plus tôt ce matin-là, lorsque 2 véhicules avaient dévalé les rues étroites du centre-ville de Lyon. La voiture de tête, une berline argentée, se faufilait désespérément dans la circulation, tandis qu'un SUV noir la poursuivait sans relâche. Au volant de la berline se trouvait Sophie Dubois, une directrice de banque locale qui était devenue, sans le savoir, la cible d'une équipe de braqueurs sophistiqués. La poursuite s'est terminée brusquement lorsque la voiture de Sophie a été forcée à monter sur le trottoir. Des silhouettes masquées ont émergé du SUV, leurs visages cachés derrière des sweats à capuche portés à l'envers avec des trous grossièrement découpés pour les yeux. Ils brandissaient des armes et hurlaient des ordres pour qu'elle sorte immédiatement du véhicule. « Sors maintenant ou on te troue la peau !» cria l'un d'eux, sa voix étouffée par le masque improvisé. Les mains de Sophie tremblaient alors qu'elle tâtonnait avec sa ceinture de sécurité. Les hommes s'impatientèrent et brisèrent la vitre côté passager avec la crosse d'un pistolet. Des éclats de verre se sont répandus à l'intérieur alors que des mains brutales se tendaient pour déverrouiller sa portière. Au moment où il s'apprêtait à la traîner hors du véhicule, un homme bien habillé s'approcha du trottoir. Il portait un costume bleu marine impeccable et se tenait avec une allure militaire. Sa présence attira immédiatement l'attention. « Reculez !» dit-il fermement, sa voix portant l'autorité de quelqu'un habitué à être obéi. Les hommes masqués s'arrêtèrent, la reconnaissance scintillant dans leurs yeux. L'un d'eux baissa légèrement son arme et parla avec surprise. « David Moreau ? Qu'est-ce que tu fais là ?» David fronça les sourcils, ne reconnaissant pas la voix derrière le masque. « Je ne sais pas qui vous êtes, mais ça s'arrête maintenant. Laissez la femme tranquille. » La confusion donna à Sophie la fraction de seconde dont elle avait besoin. Elle s'enfuit de la voiture et courut vers le carrefour animé, espérant trouver la sécurité parmi les piétons. Sa fuite déclencha la panique parmi les aspirants voleurs. « Arrêtez-la !» cria le chef apparent. L'un des hommes leva son arme et tira. La balle atteignit Sophie à la jambe, la faisant tomber sur le trottoir. David se précipita immédiatement pour la protéger, se plaçant entre la femme blessée et les hommes armés. « Vous êtes fous !» hurla David. « C'est une rue publique !» La situation avait dégénéré. Ce qui avait commencé comme un simple vol était devenu quelque chose de bien plus grave. Le chef du groupe, les mains tremblantes d'adrénaline et de peur, prit une décision qui le hanterait pour le reste de sa courte vie. Il pressa la détente. David Moreau s'effondra, le sang se répandant sur sa chemise coûteuse. Les autres membres du gang restèrent figés, fixant ce qu'ils avaient fait. Cela ne faisait pas partie du plan. C'étaient des gamins des rues à la recherche d'argent facile, pas des meurtriers. « Qu'est-ce que tu as fait ?» cria l'un des plus jeunes membres au tireur. « Il allait nous identifier, il connaissait ma voix », répondit le chef, sa propre panique évidente. Avant que quiconque puisse répondre, le chef tira à nouveau. Le corps de David se figea. Après coup, ils fouillèrent ses poches avec des mains tremblantes. Ce qu'ils trouvèrent leur glaça le sang, une plaque de détective et une carte d'identité de la police. Ils avaient tué un flic. « On est mort ?» murmura l'un des plus jeunes membres. « Ils ne cesseront jamais de nous traquer. » Le groupe se dispersa, emportant la plaque de David avec eux comme un trophée mal avisé. De l'autre côté de la rue, le commerçant Michel Lambert avait été témoin de tout l'incident derrière la vitrine de son magasin. Ses mains tremblaient alors qu'il composait le 17. En quelques heures, la nouvelle s'était répandue dans la communauté soudée. Le détective David Moreau,
un vétéran décoré devenu policier, avait été abattu alors qu'il tentait d'aider une inconnue. Les funérailles ont attiré des centaines de personnes en deuil, dont des collègues policiers, des anciens combattants et des membres de la communauté dont la vie David avait touché. Parmi les personnes en deuil se trouvait la fille de David, Léa Moreau, 16 ans. Sa professeure, Marie Lambert, se tenait à ses côtés, lui offrant le réconfort qu'elle pouvait. Léa avait perdu sa mère d'un cancer 3 ans plus tôt, et maintenant elle était vraiment seule au monde. À la fin de la cérémonie, une silhouette s'approcha d'eux. Un homme qui ressemblait frappant à David, mais qui se tenait avec une allure militaire encore plus prononcée. C'était Vincent Moreau, le frère cadet de David, arrivant de l'étranger où il travaillait comme contractuel militaire. Les yeux de Léa s'écarquillèrent de reconnaissance et de soulagement. Elle n'avait rencontré son oncle que quelques fois, mais David lui en avait souvent parlé. Vincent avait été le partenaire de David à l'époque de leurs activités de mercenaires, avant que David ne se stabilise pour fonder une famille et finalement rejoindre les forces de l'ordre. « Je suis désolé de ne pas être arrivé plus tôt », dit Vincent, sa voix lourde de chagrin et de culpabilité. Léa présenta Vincent à Marie, qui l'accueillit avec une chaleur sincère. Tous les trois marchèrent en silence pendant un moment, assimilant leur perte commune. « Papa disait toujours que ce quartier devenait dangereux, » dit finalement Léa. « Il s'opposait toujours aux gangs, essayant de le rendre plus sûr pour tout le monde. » Vincent écouta Léa expliquer comment David n'était allé faire des courses que lorsqu'il avait rencontré le vol. Sa voix se brisa lorsqu'elle raconta comment son père avait toujours parlé de la visite de Vincent, mais cela ne s'était jamais produit. « Tu vas repartir ?» demanda-t-elle, la question planant lourdement entre eux. Vincent s'arrêta de marcher et s'agenouilla pour la regarder dans les yeux. « Je ne vais nulle part, Léa, je te le promets. » Quelques jours plus tard, Vincent se promenait près de l'école de Léa lorsqu'il fut témoin d'un groupe d'adolescents harcelant une femme à l'arrêt de bus. Les garçons l'entouraient, faisant des commentaires grossiers et bloquant son chemin. Vincent s'approcha et demanda si elle allait bien, mais la femme s'éloigna précipitamment sans répondre, visiblement effrayée. Le même groupe de garçons tourna ensuite son attention vers Vincent, le suivant dans la rue avec une intention évidente d'intimidation. « Tu me parles ?» lança l'un d'eux en se moquant. Ils prétendaient contrôler le quartier et lancèrent des insultes à Vincent, testant sa réaction. Vincent resta calme, son entraînement militaire évident dans sa réponse contrôlée. « Vous me menacez ?» demanda-t-il d'une voix égale. L'arrivée d'une voiture de patrouille de la police fit temporairement fuir les garçons. Mais ils revinrent dès que les policiers furent partis. Cette fois, ils furent plus audacieux. Des coups de feu retentirent alors qu'ils tiraient depuis un véhicule en mouvement, les balles frappant le trottoir où Vincent se trouvait quelques instants auparavant. Son instinct de combattant l'avait sauvé, plongeant à couvert derrière une voiture garée. Ce soir-là, Vincent rencontra son vieil ami, Thomas Rodriguez, dans un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville. Thomas avait travaillé avec Vincent à l'époque de leurs activités de mercenaires et dirigeait maintenant une petite entreprise de conseil en sécurité. « J'ai besoin de ton aide pour trouver les assassins de David », dit Vincent sans préambule. Thomas acquiesça sans hésitation. « De quoi as-tu besoin ?»« D'informations. Les gangs locaux sont-ils impliqués? As-tu des pistes ?»« C'est bon d'être de retour dans ton équipe, » répondit Thomas avec un sourire sombre. « C'est bon de t'avoir de retour. » Ils se rencontrèrent à nouveau cette nuit-là dans un bar miteux pour planifier leur enquête. Thomas avait déjà pris contact avec Michel Lambert, le commerçant qui avait été témoin du meurtre, mais l'homme était trop terrifié pour parler. « Il a tout vu », rapporta Thomas. Le tireur était jeune, probablement encore au lycée. Il porte des sweats à capuche à l'envers avec des trous découpés pour les yeux. Il s'appelle la Fraternité. Vincent assimila cette information. Des membres de gangs du lycée. Cela avait du sens compte tenu de la nature amateur du vol qui avait mal tourné. « Nous devons agir vite », continua Thomas. Le mot se répand déjà que quelqu'un pose des questions. Le lendemain matin, Vincent rendit visite à Marie Lambert à l'école où elle enseignait.
Il lui apporta du café et lui posa des questions sur le poste d'enseignant de David, quelque chose que son frère avait mentionné vouloir poursuivre avant sa mort. « L'école recherche un remplaçant », expliqua Marie. « C'est pour la classe la plus difficile, des enfants qui ont été retirés de l'enseignement général. » Vincent exprima son intérêt, mentionnant son expérience dans la formation du personnel militaire. Marie sembla hésitante, mais accepta de l'aider à obtenir une certification s'il était sérieux au sujet du poste. Pendant ce temps, Léa retourna à l'école pour la première fois depuis les funérailles de son père. Elle retrouva son meilleur ami, Antoine, qui l'avait soutenu pendant cette période difficile. Vincent, naviguant dans la bureaucratie de l'école, rencontra le professeur d'atelier, Alain Dupont, qui l'aida à trouver le bureau du registraire. « Vous devez être le nouveau remplaçant pour le programme spécial », dit Alain avec un regard entendu. « Bonne chance avec ça. » Le premier aperçu de Vincent de sa classe assignée confirma ses soupçons. Les élèves ressemblaient plus à des membres de gang qu'à des lycéens typiques. Après avoir obtenu ses références, il se dirigea vers la salle de classe, se perdant dans le labyrinthe des couloirs, jusqu'à ce qu'un concierge lui indique le chemin. La scène qui l'accueillit était un chaos total. Les élèves buvaient des sodas, écoutaient de la musique forte et ignoraient complètement toute prétention à l'éducation. Vincent essaya de se présenter, mais personne ne fit attention. « Excusez-moi, pourriez-vous baisser le son, s'il vous plaît ?» demanda-t-il, en faisant un geste vers un magnétophone. « C'est ma chanson préférée, » répondit l'élève avec dédain. Un élève, Karim, fit signe de baisser la musique. Lorsque Vincent remarqua un autre élève buvant du soda, il demanda sarcastiquement s'il y en avait assez pour tout le monde. « J'ai dû laisser ma glacière à la maison, prof, » répondit l'élève avec attitude, provoquant les rires de ses camarades de classe. Vincent inspecta la salle et remarqua un élève avec le bras dans le plâtre. Lorsqu'on lui demanda la cause de sa blessure, le garçon prétendit que c'était à cause du basket-ball. « L'enseignement peut être tout aussi dangereux, » commenta Karim. « Pas si le plan de cours est solide, » répondit Vincent, sortant un yo-yo de sa poche. La classe regarda avec une curiosité amusée. Vincent expliquait qu'il y a 4 siècles aux Philippines, le yo-yo avait été utilisé comme une arme. Pour le démontrer, il le lança à travers la pièce, brisant une bouteille de soda avec précision. « Qu'avez-vous appris de ça ?» demanda-t-il à la classe maintenant silencieuse. Le message était clair, ne jugez pas sur les apparences, et si quelqu'un apporte des rafraîchissements, le partage est de rigueur. De nombreux élèves échangèrent des regards, complotant déjà pour tester les limites de leur nouveau professeur. Pendant le déjeuner, certains élèves se moquèrent de Vincent à portée de voix de Thomas, qui effectuait une surveillance de l'autre côté de la cafétéria. Dans la salle des professeurs, Vincent rencontra d'autres enseignants qui semblaient usés par les défis de leur profession. « Comment survis-tu en enfer ?» demanda un enseignant avec sarcasme. « Les enfants font les durs, » répondit Vincent. « Mais je ne suis pas sûr qu'ils soient assez durs. » Un autre enseignant lui rappela que David avait exprimé une confiance similaire. « Regarde où ça l'a mené. » Alain Dupont se joignit à la conversation, offrant une perspective philosophique. « Si les poissons peuvent apprendre à nager, pourquoi abandonner ses enfants ? C'est peut-être pour ça que tous tes élèves se noient, » rétorqua un autre enseignant. Malgré la négativité, Alain invita Vincent à faire une promenade sur le campus. Au cours de leur conversation, Alain sonda les motivations de Vincent pour avoir choisi une mission aussi difficile, laissant entendre qu'il pourrait être plus apte à une classe moins difficile. Marie s'approcha d'eux, demandant en plaisantant à Alain de lui présenter le nouveau professeur, faisant semblant qu'ils ne s'étaient pas déjà rencontrés. L'interaction sembla amicale, mais Vincent remarqua le langage corporel possessif d'Alain autour de Marie. Pendant ce temps, Léa rencontra Antoine, conduisant une Mustang coûteuse. Lorsqu'elle complimenta la voiture et demanda comment il pouvait se la payer, il éluda la question et lui proposa de la ramener. Elle accepta, ignorant les implications. Vincent et Thomas avaient suivi des membres présumés de la fraternité jusqu'à une usine abandonnée dans la zone industrielle de la ville. À l'intérieur, ils découvrirent le gang torturant Michel Lambert,
le commerçant qui avait été témoin du meurtre de David. Lambert était suspendu par les bras, saignant et terrifié, tandis que les membres du gang exigeaient de savoir pourquoi il avait parlé à la police du meurtre. Ils voulaient spécifiquement savoir s'il les avait identifiés comme des élèves. « J'ai appelé la police », sanglota Lambert. « Je devais le faire. » Vincent fit signe à Thomas de passer à l'action. Thomas entra dans l'usine désarmée, avertissant le gang de libérer Lambert ou d'en subir les conséquences. « Je sors cet homme d'ici tout de suite, vous comprenez ?» annonça Thomas. Vincent fournit un soutien avec des tirs précis qui blessèrent 2 membres du gang aux jambes. Thomas pointa son arme sur le chef du gang, promettant que la prochaine balle trouverait le centre de sa masse corporelle. Réalisant qu'ils étaient surclassés et déjoués, le chef du gang accepta de libérer Lambert. Thomas aida l'homme blessé à s'échapper tout en avertissant les membres restants du gang de ne pas bouger tant que les viseurs laser ne disparaîtraient pas de leur poitrine. Ce soir-là, Léa et Antoine étaient dans sa chambre lorsque Vincent rentra chez lui à l'improviste. Léa paniqua, demandant à Antoine de s'échapper par la fenêtre avant que Vincent ne puisse le voir. Elle salua son oncle en bas, riant de ses histoires sur l'enseignement de l'histoire du yo-yo. Avant de partir pour ses propres projets de soirée, Vincent mentionna comprendre les défis auxquels les adolescents sont confrontés, bien que son commentaire ait une signification plus profonde que Léa ne le réalisait. Plus tard dans la nuit, plusieurs élèves de la classe de Vincent, dont Marc et Karim, tentèrent de voler une voiture. Marc désactiva le système d'alarme tandis que Karim assurait la surveillance. Thomas observait depuis l'ombre, ayant anticipé leurs mouvements. Vincent passa la soirée avec Marie, partageant des boissons et des conversations. Elle lui posa des questions sur ses antécédents et il révéla que David avait été non seulement son frère, mais aussi son partenaire à l'époque de leurs activités de mercenaires. Lorsque Marie demanda pourquoi il avait choisi l'enseignement, Vincent expliqua que David l'avait inspiré à faire une différence positive. L'appel de Thomas interrompit leur soirée. Il rapporta qu'il avait installé une voiture à pas et que Karim et Marc l'avaient prise. Il demanda à Vincent de deviner où le véhicule avait fini. Vincent s'excusa auprès de Marie et partit, bien qu'elle espérait clairement qu'il resterait plus longtemps. Lorsque Vincent rencontra Thomas, il apprit que la voiture volée avait été emmenée dans une opération de démantèlement de voitures volées. Thomas diffusa également un enregistrement de membres de gang planifiant d'éliminer Vincent. Le lendemain matin, Vincent arriva à l'école comme si de rien n'était. Karim le salua sarcastiquement, l'appelant « l'homme avec les plans de cours ». Pendant le cours, un élève avec un bras cassé fit semblant de se sentir mal et demanda un laissez-passer pour les toilettes. Au lieu d'utiliser les installations, il laissa des membres de la fraternité entrer dans le bâtiment par une entrée arrière. Dans la salle de classe, Marc écouta sa radio fort, ignorant les instructions de Vincent. Après plusieurs avertissements, Vincent décida de faire valoir son point de vue de manière plus dramatique. « Si je laisse Marc continuer à écouter de la musique pendant que je veux enseigner, personne ne gagne », expliqua-t-il à la classe. C'est ce qu'on appelle une impasse, une situation sans solution apparente. Vincent jeta ensuite la radio par la fenêtre, choquant toute la classe en silence. Marc répondit en sortant un cran d'arrêt, montrant ses compétences en matière de couteau, mais Vincent le désarma sans effort. « Je n'essaie d'embarrasser personne », expliqua Vincent. « Je veux juste que vous compreniez que c'est moi qui commande ici, et je veux vous aider. » Il remarqua ensuite que Kevin, l'élève qui était parti aux toilettes, n'était pas revenu. Vincent s'excusa pour enquêter. Dans les toilettes, Vincent appela Kevin tout en restant vigilant face au danger. Les membres de la fraternité sortirent de leur cachette, mais Vincent était préparé grâce aux informations de Thomas. Utilisant son entraînement militaire, il vainquit systématiquement chaque attaquant. De retour dans la salle de classe, Kevin revint avec excitation, s'attendant à trouver Vincent battu ou pire. Il dit à ses camarades de classe que leur professeur était probablement en train de se faire démolir, mais Marc resta pensif quant aux paroles précédentes de Vincent.
Vincent continua de se battre dans les toilettes, utilisant toutes ses compétences de combat. Il épingla un membre du gang et exigea de savoir s'il était l'assassin de David. Après avoir neutralisé la menace, Vincent ajusta calmement sa cravate et vérifia sa montre. Le concierge, qui avait aidé Vincent plus tôt, entra dans les toilettes et complimenta sa technique de combat. Il se présenta comme Benjamin Carter, un vétéran du Vietnam qui reconnut l'entraînement des bérets verts de Vincent. « J'ai servi avec le 1er bataillon en 1971 et 1972, expliqua Carter. Ce n'étaient pas de vrais élèves, quelqu'un les a laissés entrer. Carter proposa de s'occuper du nettoyage et demanda à Vincent de le rencontrer au sous-sol plus tard. Il soupçonnait également que Vincent était plus qu'un simple professeur remplaçant. Vincent retourna en classe comme si de rien n'était, trouvant Kevin se prélassant dans l'attention de ses camarades de classe. Lorsque Vincent demanda si Kevin se sentait mieux, les autres élèves lui lancèrent des regards sceptiques. « Je crois que nous parlions de force contre compromis », continua Vincent de manière transparente. Après le cours, Vincent demanda à Marc de rester. Il s'enquit du coût de la radio et Marc dit que ce n'était pas cher. Vincent lui dit qu'il croyait que Marc pouvait changer la direction de sa vie, mais Marc se mit en colère. « Comment pourrais-tu savoir quoi que ce soit sur ma vie ?» demanda Marc. « Mon père est en prison, mon frère est mort, et je ne sais même pas où est ma mère. Le gang est tout ce que j'ai. » Vincent écouta patiemment et lui rappela qu'il avait encore le pouvoir de choisir un chemin différent. Marc, contrarié et peu convaincu, rendit le yo-yo que Vincent lui avait donné et partit. Kevin et ses amis retournèrent enquêter dans les toilettes, mais trouvèrent tout nettoyé. Malgré l'insistance de Kevin sur le fait que Vincent avait combattu des membres de gang, ses amis restèrent sceptiques. Ce soir-là, Vincent rencontra Carter au sous-sol, où le concierge révéla ses quartiers d'habitation et ses souvenirs militaires. Carter partagea son respect pour le service de Vincent, tandis que Vincent s'ouvrit sur sa mission de trouver l'assassin de David. Carter mentionna avoir entendu d'étranges bruits la nuit, des gens allant et venant alors qu'ils ne devraient pas être là. Chaque fois qu'il enquêtait, cependant, il ne trouvait rien. Vincent suggéra qu'ils travaillent ensemble avec Thomas pour enquêter. Pendant ce temps, Léa rentrait chez elle à pied lorsque des membres de la fraternité la confrontèrent. Ils la menacèrent, exigeant qu'elle convainque Vincent d'arrêter d'enquêter sur leurs activités. Ils l'avertirent d'oublier que la conversation avait eu lieu et la laissèrent effrayée dans la rue. Ce soir-là, Léa raconta à Vincent sa rencontre. Il lui demanda de rester à la maison pendant les prochains jours et malgré ses protestations, elle accepta. Vincent, Thomas et Carter se rencontrèrent à l'école pour enquêter sur les mystérieuses activités nocturnes. Carter les conduisit à travers un passage secret pour éviter d'être détecté. Vincent éclaireur en avant et découvrit Alain Dupont supervisant des élèves dans une opération illégale de démantèlement de voitures volées. L'atelier traitait des véhicules volés, les démantelant pour des pièces à vendre en dessous du prix du marché. Vincent estima qu'il générait plus de 100 000 € par mois grâce à l'opération. Pendant ce temps, Alain reçut un appel de Karim rapportant que la police avait trouvé une de leurs voitures volées après une poursuite. De pires nouvelles suivirent. Marc était mort. « Quand parlez-vous d'arrêter Marc ?» demanda Karim désespérément. « Le frère est mort. Marc est mort », répondit Alain avec une froide indifférence. Le lendemain matin, Vincent s'adressa à ses élèves en deuil. Alors que la plupart pleuraient à la mort de Marc, Karim resta défiant. « Marc a pris un risque et en a subi les conséquences », déclara Karim. Vincent n'était pas d'accord. « L'école n'est pas un champ de bataille. Aucun élève ne devrait mourir. » Karim répondit que le monde réel était en effet un champ de bataille et que les gens comme eux devaient se battre pour tout ce qu'ils obtenaient. Personne ne leur offrait des opportunités comme Vincent aurait pu en recevoir. « Nous devons nous battre pour tout ce que nous obtenons parce que personne ne va nous les donner comme ils vous les ont donnés », soutint Karim. Karim maintint que la police avait tué Marc, pas lui, bien que Vincent soupçonna l'implication de Karim dans la mort de David sans réaliser toute l'étendue de sa culpabilité. Après l'école,
Vincent demanda à Marie des informations sur le caractère d'Alain. Elle le décrivit comme étant bien aimé à l'école, mais froid et dominateur dans les relations personnelles. Elle admit qu'Alain l'avait courtisée amoureusement, mais elle l'avait rejeté en raison de sa nature possessive. Le lendemain, Vincent demanda discrètement à Marie de faire des recherches sur les antécédents et l'histoire professionnelle d'Alain. Alain observa leur conversation à distance, sa suspicion évidente. Ce soir-là, alors que Vincent était chez lui avec Thomas, Marie appela disant qu'elle avait trouvé des informations importantes en ligne. Vincent et Thomas se préparèrent à lui rendre visite, rappelant à Léa de n'ouvrir la porte à personne. Chez Marie, Alain arriva à l'improviste avec de la nourriture, affirmant qu'il était dans le quartier. Marie ne se sentit pas en sécurité et cacha le dossier qu'elle avait préparé pour Vincent. Alain continua sa façade amicale tout en sondant pour obtenir des informations sur sa relation avec Vincent. Pendant ce temps, Léa quitta secrètement la maison pour rendre visite à Antoine. Il l'accueillit dans sa chambre, où elle se sentit mal à l'aise lorsqu'il alla trop vite physiquement. Pendant qu'Antoine était dans la salle de bain, Léa remarqua un préservatif sur sa table de chevet, ce qui augmenta son malaise. Puis, elle fit une découverte choquante. La plaque de police de David dans le tiroir d'Antoine. Une fouille plus approfondie révéla des vêtements de gang de la fraternité dans son placard. Léa se prépara rapidement à partir, mais Antoine revint. « Antoine, où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-elle, tenant la plaque. Antoine essaya d'expliquer, affirmant que David avait interféré avec les opérations de blanchiment d'argent de la fraternité. Alors que leur dispute s'intensifiait, Antoine attrapa un couteau. Mais l'entraînement aux arts martiaux de Léa lui servit bien. Elle le frappa du pied et brisa un verre sur sa tête avant de s'échapper. De retour chez Marie, le masque d'Alain finit par tomber. Il attaqua violemment Marie, la projetant à travers la pièce et exigeant de savoir sur quoi Vincent enquêtait réellement. Sous la contrainte, Marie révéla que Vincent était le frère de David. « C'est le frère de David Moreau », haleta-t-elle. Alain la poursuivit à l'étage et continua son agression avant de la tuer par balle. Il ordonna ensuite à ses hommes d'éliminer Vincent, soulignant qu'aucun autre ordre ne devait être suivi. Alors qu'Alain quittait le bâtiment, il aperçut Vincent et Thomas arriver. Il se cacha et attendit une occasion de frapper, mais ils entrèrent dans la maison sans le voir. À l'intérieur, Vincent fut dévasté de trouver le corps de Marie. Il découvrit également le dossier de recherche qu'elle avait préparé, qui révéla qu'Alain était un ancien agent du renseignement du corps des Marines. Il avait été libéré honorablement, mais dans des circonstances suspectes. Soupçonné d'avoir mené des opérations non autorisées au Honduras en 1986. Bien qu'il ait nié les allégations, il reçut plus tard des éloges, en 1987. À la maison, Léa raconta à Vincent ce qu'elle avait découvert sur Antoine. Elle expliqua qu'Antoine avait admis avoir organisé le vol qui avait conduit à la mort de David, dans l'espoir de prouver sa valeur à Alain et à la fraternité. Ce soir-là, Vincent se prépara pour la confrontation finale. Thomas le prit en voiture et ils se rendirent à l'école. Thomas rapporta avoir compté 2 voitures pleines de membres de gang et demanda si Vincent était prêt. « 2 voitures. Tu es prêt ?» demanda Thomas. « Prêt. Faisons-le, » répondit Vincent. La fraternité arriva peu après, entrant dans l'école lourdement armée dans l'intention d'éliminer le professeur remplaçant. Vincent, Thomas et Carter se rencontrèrent au bâtiment, Carter fournissant l'accès par une entrée arrière. Le gang était déjà à leur poursuite et une violente fusillade éclata dans les couloirs de l'école. Le bâtiment universitaire devint une zone de guerre alors que de nombreux membres de gang furent blessés tandis que l'équipe de Vincent restait relativement en sécurité. Ils se retirèrent dans une pièce sécurisée, mais Thomas révéla qu'il avait été touché par balle et sentait qu'ils étaient piégés. Vincent inspecta leur environnement et remarqua un réservoir de propane. Il formula rapidement un plan, positionnant le réservoir près de la porte. Lorsque le gang renouvela son assaut, Vincent fit exploser le réservoir, créant une explosion qui força les attaquants à reculer dans le couloir.
Cela donna au trio l'occasion de s'échapper par le système de tunnel de Carter jusqu'à une armurerie cachée. Ils rechargèrent avec les armes stockées de Carter et se préparèrent pour la prochaine vague. Le gang continua son attaque, mais commença à subir de plus lourdes pertes. Carter déploya des grenades fumigènes pour créer la confusion, et pendant le chaos, le chef du gang apparut. Alors que la fumée se dissipait, Vincent attrapa le chef du gang, tandis que Thomas et Carter retinrent les attaquants restants. Dans la confusion, le gang tira accidentellement sur son propre chef. Dans une pièce séparée, Vincent confronta le chef du gang blessé qui confirma qu'Alain Dupont était le cerveau derrière toute l'opération. Vincent se dirigea immédiatement vers la salle de classe d'Alain. Il interrompit le cours et exigea qu'Alain admette avoir tué Marie. Il mentionna que la dernière recherche de Marie avait exposé la vraie nature et les activités criminelles d'Alain. Alain, choqué et désespéré, essaya de tout nier. Au lieu d'admettre sa culpabilité, il tenta de retourner les élèves contre Vincent en révélant ses antécédents de mercenaire. Alain tenta ensuite d'accéder à une valise contenant une arme, mais Vincent était préparé et l'arrêta. Un combat brutal s'ensuivit entre deux combattants hautement entraînés. Alain attrapa un chalumeau, mais Vincent le fit tomber de ses mains après plusieurs tentatives et donna un puissant coup de pied au visage d'Alain. Alain continua à se battre, mais Vincent attrapa une ampoule et la pressa dans l'œil d'Alain, causant de graves dommages. Les élèves regardèrent avec incertitude, ne sachant pas quel homme soutenir. Alain refusa de se rendre et continua à se battre avec une détermination désespérée. Vincent le claqua à plusieurs reprises au sol, tandis que la bataille continuait. Léa regarda d'en haut et se précipita pour aider son oncle. Les deux hommes utilisèrent tout leur entraînement et leurs compétences. Alain attrapa un tournevis et poignarda Vincent au bras. Malgré la douleur, Vincent continua à se défendre avec toute sa force. Finalement, Vincent enfonça un objet pointu dans l'estomac d'Alain, mettant fin à sa vie. La salle de classe se tut alors que tout le monde assimilait ce qui s'était passé. Personne ne sembla pleurer la mort d'Alain. Après un moment de silence, Léa et Thomas entourèrent Vincent, le remerciant pour tout ce qu'il avait accompli. Carter applaudit et dit aux élèves de retourner en classe, déclarant que le spectacle était terminé. Alors que tout le monde se dispersait, Karim fit preuve de gentillesse pour la première fois, disant à Vincent qu'il avait l'air d'avoir besoin de soins médicaux et de vacances. Après coup, tout sembla résolu. Vincent remercia Thomas pour son soutien indéfectible tout au long de leur mission. Quelque temps plus tard, Vincent et Léa visitèrent la tombe de David. Ils laissèrent des fleurs et la plaque de David sur la pierre tombale. Léa dit à Vincent qu'elle gardait la maison familiale et l'invita à rester en permanence. Vincent exprima sa fierté de sa force et de sa résilience, mais expliqua qu'il devait partir. Ils partagèrent une chaleureuse étreinte et Léa comprit que son oncle avait son propre chemin à suivre, tout comme elle avait le sien. Le quartier était plus sûr maintenant. La fraternité était démantelée et justice avait été rendue pour David Moreau. Vincent avait honoré la mémoire de son frère et s'était assuré que Léa pouvait construire un avenir libéré des ombres du passé.